Politique, Grégory Doucet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire écologiste de Lyon. Alors, on a appris effectivement en début de semaine que l'examen de cette proposition de loi sur la réforme du mode de scrutin dans les grandes villes était différé. Elle devrait arriver dans l'hémicycle le 7 avril prochain. Or, les élections municipales devraient se tenir, on n'a pas encore la date, mais en mars 2026. Absolument. Est-ce que pour vous, ça pose un problème que ce texte, en fait, arrive moins d'un an avant l'élection ? J'ai envie de vous faire la réponse que j'ai faite au Premier ministre, François Bayrou, au ministre Buffet, que j'avais un peu plus tôt aussi faite au député Maillard, qui s'exprimait sur votre antenne à l'instant, et puis aussi au député Mattei, qui est rapporteur de ce texte. C'est que je crois que fondamentalement, nos députés ont vraiment autre chose à faire que de s'occuper de cette question qui n'est pas fondamentale. Vous savez, moi, quand je circule et que je discute avec des Lyonnaises et des Lyonnais, eh bien, jamais personne ne m'a interpellé sur ce sujet. Alors que les attentes, et pas simplement à Lyon, mais des Françaises et des Français, sont que l'on s'occupe de leur quotidien, de questions qui les préoccupent vraiment. Donc ça veut dire que sur le fond, vous êtes opposé à un changement du mode de scrutin. C'est pas une question d'être... La question, c'est pas d'être opposé, en fait. Le sujet, c'est est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire ? Oui, mais on dit souvent ça. Il y a autre chose à faire, il y a plus urgent pour ne pas changer les choses. Donc, vous, fondamentalement, est-ce que vous pensez que ce serait utile pour la ville de Lyon ou pas ? Mais ce n'est pas une façon pour moi de botter en touche ou de remettre à plus tard. C'est-à-dire que, regardez comment les choses sont arrivées. Elles sont descendues comme ça d'un seul coup. Il fallait traiter ce sujet très rapidement. Je vous dis, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français attendent le personnel politique de ce pays sur d'autres sujets qui les préoccupent plus. Qui est ici et là des petits ajustements à faire, notamment sur le scrutin à Lyon. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à la fois au Premier ministre, aux députés. Je leur ai dit, nous, on a un souci à Lyon, c'est que le nombre de conseillers d'arrondissement et de conseillers municipaux est basé sur un recensement qui date de 1982. Autant vous dire que depuis, il y a eu quelques changements démographiques à Lyon. Voilà, s'il y a un petit changement à faire, faisons celui-là. Vous préférez une loi plus globale ? Mais c'est-à-dire que les sujets qui sont... les raisons qui sont évoquées pour engager une réforme du scrutin, ces raisons, elles sont essentiellement électorales. Je dirais même électoralistes. Moi, je suis prêt à ouvrir un débat, c'est ce que d'ailleurs j'ai dit au Premier ministre. C'est électoraliste de vouloir changer le mode de scrutin maintenant. Mais je suis prêt à ouvrir un débat sur, pas simplement le mode de scrutin, sur les prérogatives des arrondissements, sur le statut de l'élu. Moi, en particulier, si vous voulez, j'ai un dada, je voudrais qu'on fasse évoluer le statut de l'élu en situation de handicap. Très bien, prenons tous ces sujets pour en faire vraiment une loi globale. Là, on rentre par le petit bout de la lorgnette, on précipite les choses, on veut passer vite à un an des élections. Franchement, moi, et je vous dis ça en tant que maire de Lyon, je ne trouve pas ça très sérieux. Je l'ai dit à François Bayrou, je l'ai dit à François-Noël Buffet, je l'ai dit à Sylvain Maillard, je l'ai dit au député Mattei. J'ai eu exactement le même discours. Voilà. Il paraît que Lyon pourrait éventuellement être sorti, ce sont des rumeurs qui courent au Parlement, de cette loi PLM. Alors vous me direz, il ne restera plus que Paris et Marseille, et surtout Paris. Mais est-ce que vous accepteriez finalement qu'on réforme les deux plus grandes villes et pas la troisième ? Vous voyez, rien qu'à prendre autant de temps à se préoccuper de rumeurs, moi je trouve que ça ne renvoie pas une image positive et sérieuse de la classe politique française. Voilà. J'aimerais bien simplement qu'on mette notre énergie, notre temps, voilà, sur des sujets qui comptent, pas simplement parce que les Françaises et les Français nous attendent sur ces sujets, mais aussi parce que, vous évoquiez un peu plus tôt aussi sur votre antenne, ce que je vous ai écouté avant de venir, aussi ces grandes questions internationales qui nous bouleversent, qui nous inquiètent, qui nous préoccupent tous. Voilà, il faut aussi se préoccuper des sujets à la fois du quotidien, mais aussi qui nous préparent demain à faire face à tous ces grands bouleversements qui sont en train d'arriver, soit d'outre-Atlantique, soit de l'Oural. Vous croyez qu'il y a une majorité pour faire adopter ce texte ou vous pensez que ça ne passera pas au Parlement ? Vous ne lâchez pas l'affaire, en tout cas, c'est très bien. C'est ma dernière question sur ce sujet. Mais moi, je pense que... J'espère que tout le monde reviendra un peu à la raison, se dire, OK, il y a peut-être, encore une fois, ici ou là, des micros ajustements à faire, mais vu la caractéristique des sujets auxquels on veut s'attaquer, et notamment pour ce qui est, vous le disiez, certains de vos intervenants sur votre antenne un peu plus tôt le disaient aussi, sur la question de la légitimité des arrondissements, des prérogatives des arrondissements, c'est pas un sujet qu'on traite à minima. Moi, je suis prêt à engager un travail dans la durée avec
peut-être pas simplement justement que les situations de Paris, Lyon et Marseille à regarder, mais aussi dans une optique d'uniformisation au niveau national. Pourquoi pas discuter aussi, je ne sais pas, avec nos amis toulousains ou d'autres grandes villes françaises, d'autres grandes Donc élargir métropoles ce françaises. débat, ça on a bien compris. Je poursuis sur les municipales, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir le maire de Lyon ici sur France Info. Vous serez candidat, c'est une certitude en 26 ? On a commencé beaucoup de choses, on a beaucoup de nos politiques publiques qui ne rentrent pas, si vous voulez, dans le cadre d'un mandat de 6 ans, parce que, on s'en souvient aussi, on a commencé ce mandat dans un contexte un peu particulier avec la crise sanitaire. Donc c'est vrai qu'il y a eu des démarrages un peu plus lents sur certaines politiques publiques. On a redoublé d'efforts pour rattraper beaucoup d'ailleurs de ce retard. Oui, il est certain que mon souhait, c'est de pouvoir mener à bien toutes ces politiques publiques, et notamment en matière de transition écologique, que nous avons engagées depuis 2020. Donc vous êtes candidat en 2026 ? Oui, je l'ai déjà dit à nombreux de vos confrères. On sait qu'aujourd'hui, il y a des transformations notamment, et dans la ville de Lyon, avec beaucoup de travaux qui engendrent beaucoup de mécontentement. Est-ce que vous pensez pouvoir les dissiper d'ici l'année prochaine ? Tous les chantiers ont une fin. Vous savez, quand on construit, comme on le fait actuellement, 2 nouvelles lignes de tramway, on en prolonge une 3e, on rallonge les quais sur 2 autres lignes de tramway, donc forcément, on crée une ligne de bus à haut niveau de service qui est équivalent à une ligne de tramway. Donc, on investit considérablement dans les transports en commun. Moi, je ne sais pas installer une ligne de tramway sans faire de gros chantiers, parce qu'il faut poser des rails, raccorder. Et ce sera prêt en 26 ? Alors, il y a un calendrier qui est posé. On aura terminé le bus à haut niveau de service. Il y a le prolongement d'une des lignes de tramway, la ligne T6, sera terminée. Les 2 autres lignes T9 et T10, il faudra attendre la fin de l'année 2026. Mais, vous voyez, on n'a pas calé tous ces chantiers sur le calendrier électoral. Je veux dire, quand on est engagé pour le bien commun, le bien-être des habitantes et des habitants, c'est ça notre boussole. C'est pas la prochaine échéance à laquelle il faudrait faire attention à faire en sorte d'avoir une ville toute propre et qui ne se passe plus rien. Et vous ne tenez pas compte du calendrier électoral. On est quand même obligé d'en tenir compte pour ce qui est, par exemple, de la réserve électorale, bien évidemment. Mais là, c'est un autre sujet. Mais la transformation de la ville de Lyon, elle est engagée. Vous savez, moi, j'ai été élu pour faire. J'ai pas été élu pour commenter, j'ai été élu pour faire, donc je ferai jusqu'au bout. Et on a compris que vous vouliez poursuivre ce mandat. Il y a un autre candidat potentiel qui s'appelle Jean-Michel Aulas, qui est l'ancien président de l'OL. Est-ce que vous le voyez comme un candidat sérieux ? Mais bien évidemment, tous les candidats sont des candidats sérieux dans le sens où, moi je me réjouis d'abord de l'envie de certaines personnes de vouloir se présenter devant les électeurs et les électrices, parce que d'abord, c'est le signe d'une bonne vitalité démocratique dans un territoire. Et puis, effectivement, la personnalité de Jean-Michel Aulas, elle est particulière à Lyon. D'abord, c'est un grand chef d'entreprise. Avant d'avoir été président de l'OL, c'est d'abord pour ça qu'on le connaissait. Et puis, effectivement, sans faire offense à l'actuel président de l'OL, on peut dire que ça a été le plus grand président de l'OL. Et en plus de ça, moi j'ai un très grand respect pour Jean-Michel Aulas, parce que c'est aussi le président de club de foot qui a investi dans le football féminin très tôt, dès le début des années 2000. Et il a dit, il y aura une grande équipe féminine. Et regardez, aujourd'hui, le club de l'OL féminin, c'est le plus grand club de foot féminin au monde. Donc ce serait un candidat sérieux s'il était face à vous. Vous ne craignez pas l'éparpillement des voix à gauche ? Est-ce qu'il y aura de l'union ? Est-ce que vous allez faire l'union autour de vous à gauche ? Je n'ai cessé de gouverner depuis 2020 une majorité qu'on aurait qualifiée en son temps par le passé de plurielle. Voilà. Dans à la fois ma majorité et mon exécutif, vous avez bien sûr des écologistes. Toute la famille des écologistes est représentée. Vous avez aussi des socialistes, vous avez aussi des communistes, vous avez des insoumis et puis d'autres formations politiques plus locales, des gens issus de la société civile. C'est une richesse. J'en suis non seulement très heureux, mais très fier de mener une majorité aussi diverse. Mon souhait, c'est bien évidemment de continuer, d'abord par souci. Est-ce qu'il pourrait y avoir des candidatures socialistes et insoumises ?
moi, je vous dis ce que je souhaite. Après, vous tendez la main. je ne suis pas en train de manipuler quelque appareil politique que ce soit. Vous savez, j'ai beau être le maire de la capitale mondiale de la gastronomie, la cuisine politique, ça n'a jamais été mon truc. Ouais. Voilà. Par contre, moi, aujourd'hui, je suis le chef d'une majorité qui fonctionne. On a engagé des politiques publiques extrêmement ambitieuses dans cette ville. Et j'en suis très, très fier, que ce soit en matière de transition écologique, de justice sociale, mais aussi de dynamisme économique, parce que c'est important de combiner tout cela. Et c'est grâce à cette diversité politique dans cette majorité. Vous n'avez pas parlé de sécurité. Les maires écologistes sont souvent accusés de naïveté en la matière. Est-ce que vous avez... Et d'ailleurs, vous avez changé d'avis sur la vidéosurveillance. Pour quelle raison ? C'est souvent ce que le récit que certains veulent déployer. On a eu une politique très, très cohérente sur le sujet. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que la sécurité, quand on est maire, que ce soit d'ailleurs d'une grande ville comme Lyon ou d'une petite commune, c'est l'une des préoccupations les plus quotidiennes. Parce qu'il ne se passe pas, en particulier à Lyon, un jour sans qu'il n'y ait pas un sujet sur lequel il faut se positionner. Et moi, depuis le début, la doctrine que nous avons déployée, avec d'ailleurs l'ensemble de la majorité, on est tous d'accord là-dessus, c'est que pour assurer la sécurité dans une ville, il faut marcher sur ses deux pieds, de la prévention, mais aussi de la sanction, de la répression quand c'est nécessaire. Et donc, on investit aussi beaucoup dans la prévention. Alors, je le dis aussi souvent, mais c'est moins repris par les médias que, eh bien, oui, la ville de Lyon fait des gros efforts. Alors, je ne suis pas le premier à le faire parce que mon prédécesseur, Gérard Collomb, avait lui-même aussi investi beaucoup sur les questions de prévention. Donc, en tout cas, maintenant, vous êtes converti à la vidéosurveillance. Je ne me suis pas converti. Depuis le début, vous savez, quand je suis arrivé... C'est pas de l'opportunisme électoral. Quand je suis arrivé en responsabilité, il y avait déjà 570 caméras à Lyon. Voilà. La police était armée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a racheté des caméras, mais des caméras nomades pour nous permettre d'être plus agiles sur leur implantation. On a équipé nos policiers municipaux de caméras piétons. Voilà. Et là, récemment, j'ai dit qu'il fallait étendre un peu plus encore le parc de vidéosurveillance. Tout ça est d'une totale cohérence. Voilà. Parce qu'il faut voir qu'il y a aussi un certain nombre de violences à Lyon, comme dans beaucoup d'autres grandes villes et même plus petites. Bien sûr. Parlons justement de cette loi narcotrafic qui arrive à partir de lundi au Parlement. Dans le rôle, le nombre de personnes interpellées dans ce cadre a augmenté de 300% en 5 ans. Est-ce que vous pensez que cette loi va vous aider à lutter contre ce fléau ? Alors, d'abord, il faut en voir la mouture finale, d'une part. Et puis, pour ce qui est du narcotrafic, qui était effectivement devenu un phénomène massif, il est certain. Et Lyon ne fait pas exception, vous avez raison de le dire. Quand bien même d'autres communes sont bien plus impactées par le sujet, mais malheureusement, Lyon ne fait pas exception. C'est sûr qu'il faut taper sur les têtes de réseau. Pour moi, c'est la priorité. Il faut vraiment taper sur les têtes de réseau, taper notamment au portefeuille. Ça, c'est dans la loi. On a besoin dédié. Oui, on a aussi besoin, et c'est important, d'appréhender la question des stupéfiants dans sa globalité. Une société sans drogue, ça n'existe pas, Madame Boucher. Donc, il faut aussi qu'on ait une politique sanitaire, voilà, faire en sorte de faire de la prévention avant que les gens se rentrent dans des consommations qui deviennent des addictions. Voilà. On a besoin aussi de renforcer nos dispositifs pour faire sortir les gens des situations d'addiction. Donc, il faut aussi appréhender la question des stupéfiants sous l'angle sanitaire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas, par ailleurs, qu'il y ait vous voulez une légaliser dimension... le cannabis, vous, par exemple ? Il faut explorer cette voie aussi. Il faut explorer cette voie. C'est-à-dire que ne pas se contenter simplement de travailler sur le volet police-justice. C'est important, bien évidemment, il faut le faire. Mais légaliser le cannabis, c'est de la prévention pour vous ? Vous savez, la France, c'est le pays qui a on va dire, l'approche la plus répressive en Europe, mais c'est aussi le pays qui a le plus grand nombre de consommateurs. Voilà. Donc, à un moment, il faut aussi se poser la question de quelle est la politique, les politiques qui nous permettent d'abord de faire face à la problématique que représente la consommation de stupéfiants. Je veux dire, on a des gens aujourd'hui, en dehors de la question de la criminalité, bien sûr, encore une fois, qu'il faut traiter. Mais on a aussi des gens qui sont dans des situations d'addiction dont il faut sortir. Voilà. Et donc, regardons tous les aspects, la justice, la police, la santé, et puis au passage, la fiscalisation de ce commerce
pourrait aussi apporter des recettes supplémentaires à l'État. Taper les consommateurs, notamment. La ZFE, la zone à faible émission. À faible émission lyonnaise, est l'une des plus dures de France, avec l'interdiction des critères 3, 4, 5. Ça, c'est pour les voitures. Elle est active 24 heures sur 24. Du coup, il y a pas mal d'amendes qui pleuvent. Vous êtes régulièrement critiqué par les Insoumis, le RN, les communistes. Est-ce qu'il faut augmenter les dérogations ? Alors, déjà, peut-être profiter d'être sur votre plateau pour rappeler ce qu'est une zone à faible émission et d'où ça vient. La France est, parmi les pays européens, l'un des plus mauvais élèves, si ce n'est le plus mauvais élève, en matière de respect des normes sur la qualité de l'air. Pour dire plus simplement, notamment sur Paris et sur Lyon, l'air est trop pollué depuis des décennies. Nous ne respectons pas, en fait, un certain nombre de normes qui ont des incidences, et donc nos airs sont trop pollués, et ça a une incidence majeure, massive sur la santé des habitantes et des habitants. Il n'y a pas longtemps, moi, je discutais avec un docteur, un spécialiste en maladies respiratoires, qui m'expliquait que la qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'air, pouvait être responsable, selon les maladies, de 20 à 40% de l'émergence ou de l'aggravation de certaines maladies. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre avec cette ZFE-là. La problématique, elle est d'abord... Il faut même la durcir ? Non, mais la problématique, elle est d'abord sanitaire. Oui. Mettre en place des dispositifs qui permettent d'améliorer la qualité de l'air, de résorber la pollution, c'est tout simplement sauver des vies. Un rapport de Santé publique France, très récent, nous dit la pollution atmosphérique nous coûte 16 à 17 milliards d'euros par an. Voilà. Et revenir en deçà des seuils réglementaires nous permettrait d'économiser 11 milliards d'euros par an. Donc on ne touche pas à cette ZFE, c'est on bon la laisse pour la comme santé ça, hein. Et ça serait bon pour le budget. On la laisse comme ça, cette ZFE. Non, ça veut dire qu'il faut aussi tenir compte des difficultés parce que, bien évidemment, en tant que maire, je suis conscient de l'effort. Et d'ailleurs, je remercie celles et ceux qui en font, de l'effort que ça représente pour des gens de changer un véhicule. Et des contraintes aussi pour ceux qui viennent Boucher, de l'extérieur de Lyon. Oui, mais Madame Boucher, je voudrais aussi en profiter pour vous dire une chose. C'est que, alors que les critères 4 et 5 étaient déjà interdits précédemment, la loi, elle nous disait, c'est une loi nationale, je vous le rappelle, qu'à partir du 1er janvier 2025, les critères 3 devaient être interdits. Et elle n'est pas appliquée. Et surtout, fin d'année 2024, le gouvernement, alors pas celui-ci, mais le précédent, décide d'arrêter les aides publiques de l'État pour aider au changement de véhicule. Mais c'était le pire des messages à envoyer aux gens. Il nous reste 1 minute, Grégory Doucet. Je voudrais juste savoir, pour le congrès des écologistes, est-ce que vous soutenez Marine Tondelier ? Je soutiens Marine Tondelier depuis qu'elle est secrétaire nationale. Après, vous n'avez pas changé d'avis parce que Éric Piolle, lui, trouve qu'il y a un peu trop d'autoritarisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai beau être le maire de la capitale mondiale de la gastronomie, la cuisine politique, c'est pas mon truc. Donc, je vais vous dire. C'est votre parti, c'est pas la cuisine politique. Mais moi, je soutiens Marine parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un parti qui donne envie, qui donne de l'élan. Et je trouve que Marine le fait très bien. Et donc, elle vous représentera bien. Et vous souhaitez qu'elle soit candidate à la présidentielle ? Je souhaite qu'il y ait une candidature écologiste et je trouve que Marine le fait très bien. Alors ça, c'est un aveu. Merci Grégory Doucet d'avoir été avec nous, maire écologiste de Lyon, d'avoir fait le détour, parce que c'est un sacré détour pour venir jusqu'à nous sur France Info.